Mesdames et messieurs, merci d'être là. Bienvenue au briefing du département d'État. Pour l'instant, tous les participants sont en mode écoute seulement. Plus tard, nous organiserons une session de questions et réponses avec des instructions données à ce moment-là. Si vous avez besoin d'aide pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile puis sur 0. Je voudrais passer la parole à notre hôte, Sin Bartlett, du bureau du porte-parole du département d'État. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. C'est Sin Bartlett, je suis conseiller principal au bureau du porte-parole du département d'État. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cet appel afin de discuter des mises à jour relatives à Haïti. Je vous rappelle que cet appel est enregistré, mais qu'il fait l'objet d'un embargo jusqu'à la fin de l'appel. À la fin des commentaires de l'orateur de l'appel fournira des instructions comme il l'a mentionné, sur la façon de poser une question. Sans plus tarder, passons à l'orateur. J'ai le plaisir de vous présenter le secrétaire adjoint du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental, Ryan Nichols, pour ses remarques. Ensuite, nous passerons aux questions et réponses. Secrétaire adjoint Nichols, c'est à vous. Merci beaucoup. J'ai assisté aujourd'hui à la réunion ministérielle des partenaires internationaux sur Haïti, organisée par le ministre des Affaires étrangères, Albert Roll, du gouvernement de Suriname, qui assure actuellement la présidence de l'organisation. Cette réunion est de haut niveau, a permis de poursuivre les discussions entre autres de plus de 17 pays partenaires internationaux et plusieurs organisations internationales afin de répondre aux besoins de sécurité d'Haïti et d'encourager les acteurs haïtiens à se mettre d'accord sur un accord politique qui permettra la tenue d'élections dès que les conditions le permettront. La réunion a eu lieu le lendemain du premier anniversaire de l'assassinat tragique du président Moïse Jovenel. Nous restons profondément préoccupés par l'absence de progrès dans la mise en cause des responsables de ce crime. Cette réunion était la 4e d'une série de réunions de haut niveau destinées à maintenir l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa marche vers des élections libres et équitables. Depuis décembre, les partenaires internationaux ont mobilisé plus de 294 millions de dollars de nouveaux engagements en Haïti. Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 48 millions de dollars en matière de sécurité par le biais du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du département d'État. Ce financement permettra de soutenir la formation spécialisée de chacune des unités SWAT des politiques nationales, d'aider à améliorer la sécurité dans les ports d'Haïti et de poursuivre notre soutien global aux initiatives de prévention de la violence et de lutte contre les gangs dans les communautés de tout le pays. Ce travail viendra compléter celui du Fonds de soutien à la sécurité des Nations Unies, nouvellement créé, que nous soutenons fermement. Nous saluons le Canada qui a annoncé aujourd'hui une contribution supplémentaire de 5 millions de dollars. Pour cet effort, l'Union européenne a également contribué à hauteur de 3,8 millions de dollars. Nous exhortons vivement d'autres partenaires internationaux à contribuer au fonds commun afin de soutenir notre effort coordonné pour travailler avec les responsables haïtiens afin d'améliorer la sécurité des citoyens dans leur pays. Nous continuons d'exhorter les parties prenantes haïtiennes dans tout le pays et dans tout l'éventail social à travailler ensemble pour ouvrir la voie à des élections libres et équitables. Nous les appelons à commencer à travailler pour créer immédiatement la condition, y compris l'accord sur un chemin politique vers l'avant, la sécurité et la préparation logistique en vue des élections qui permettront la tenue dès que possible. Nous continuons à travailler avec les responsables patients pour répondre aux besoins les plus critiques d'Haïti, y compris la sécurité des citoyens, la nourriture et la reconstruction après la catastrophe. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, tous les partenaires internationaux expriment leur soutien à la prolongation du mandat des bureaux intégrés de l'ONU, qui expire le 15 juillet.
L'ONU fournit une expertise et une coordination essentielle à nos efforts collectifs en faveur du progrès politique des droits de l'homme, la sécurité et des réunions. Nous nous tournons vers les pays partenaires et les organisations internationales pour aider à étendre le soutien au sein de la communauté internationale. Alors que sa mission est en cours de renouvellement dans un mois à venir, les États-Unis restent un partenaire indéfectible d'Haïti. L'administration d'Harris reste engagée à soutenir le peuple haïtien pendant cette période difficile. Sur ce, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, secrétaire adjoint. Opérateur, si vous pouviez donner aux journalistes les instructions pour se mettre dans les conditions en file d'attente pour poser une question, ce serait formidable. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur 1 puis sur 0 sur vos touches. Vous êtes dans la file d'attente en répétant la commande 10. Encore une fois, si vous avez une question, veuillez appuyer sur 1 ou sur 0. À cette heure, votre question a été retirée. Pour avertir l'opérateur que votre question a été retirée, signalez à l'orateur que vous avez une question en appuyant sur 1 puis sur 0. La ligne est ouverte. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, salut. Merci de vous joindre à nous, secrétaire. J'ai quelques questions à vous poser. Je veux dire, j'ai eu un article hier sur la police et combien elle est mal équipée. Et le gouvernement haïtien a parlé des difficultés à acquérir des armes. Je me demande donc si les États-Unis participent à cet argent ou s'ils vont aider la police à acquérir des armes afin qu'elle puisse affronter les gangs. Et vous parlez d'une nouvelle formation d'un soutien de sécurité, aussi d'un soutien aux tribunaux d'Haïti. Mais aujourd'hui, le palais de justice principal est sous un jeu de contrôle. Alors, comment envisagez-vous cela? Il ne se contente pas de reprendre le palais de justice, mais garde le contrôle du palais de justice, qui a un jeu de perdre une couche de cartographie. Merci beaucoup pour ces questions et j'apprécie beaucoup votre reportage approfondi sur ce sujet. Le Bureau of International Law Enforcement de notre État dispose d'un conseil de police et de formateurs sur le terrain qui commence à dispenser une formation holistique et intégrée, particulièrement axée sur les opérations de SCRAC et de lutte contre les gangs. Nous avons fourni des articles tels que des véhicules, des gilets de protection, des casques, des radios à la police nationale. Et nous continuerons à leur fournir les articles dont ils ont besoin. Aux États-Unis, la législation américaine interdit le transfert d'armes et de munitions à la police nationale haïtienne en utilisant des fonds américains. Cependant, le département d'État et le département du commerce ont par le passé et approuveront à l'avenir les achats commerciaux d'armes et de munitions par le gouvernement d'Haïti. Le gouvernement d'Haïti a financé lui-même ces achats dans le passé et le fera probablement à l'avenir. Mais si d'autres donateurs souhaitent consacrer une partie de leur financement aux munitions et aux armes, ils peuvent certainement le faire. Nous pensons qu'il est essentiel de veiller à ce que la police nationale haïtienne soit correctement équipée, notamment avec les armes appropriées pour pouvoir assurer la sécurité du peuple haïtien. La police nationale haïtienne est capable de mener des opérations contre les gangs, de les déloger et d'assurer la sécurité dans toutes les zones du pays. Cependant, ils n'ont pas toujours la capacité de tenir ces zones pendant une période prolongée. Pour ce faire, ils auront besoin de plus de personnel, d'effectifs. Ils auront besoin de ressources, de munitions, d'armes, d'équipements, de protection pour pouvoir le faire. Le processus de vérification, de sélection et de formation des policiers n'est malheureusement pas rapide. Mais il est essentiel pour s'assurer que nous n'avons pas de personnes corrompues au sein des forces de police et ce processus est en cours actuellement.
Let's please next go to Emmanuel Paul from the Caribbean TV Network. Thank you so much. Thank you, Mr. Assistant Secretary. It's been a year since President Jovenel Moïse was assassinated, unfortunately, and almost a year since Mr. Henry was installed as Prime Minister despite his alleged participation in the assassination of President Moïse. Ever since, the situation is worsened, gang violence, kidnapping, corruption, to say the least. And despite of that, the United States continue to support him despite his blatant failure. Why is that? Can you please provide us some explanation on that? Also, you have several meetings with Prime Minister Henry and the Montana group. You have made a lot of efforts to see if there is a consensus to get a new government, but it seems like Mr. Henry doesn't have the willingness to do so, given the people he nominated to represent him to the commission, particularly one of whom who has some presumption of sexual harassment and other charge against him. What is your stand on that, please? Thank you. Thank you very much for those questions. They're rather expansive. Merci. Allons-y, s'il vous plaît. Le suivant est Emmanuel Paul du réseau TV des Caraïbes. The future of Haiti should be determined by Haitians. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le secrétaire adjoint. Cela fait 1 an que le président Jovenel Moïse a été assassiné malheureusement. En presque 1 an, M. Henry a été installé comme Premier ministre malgré sa participation présumée à l'assassinat du président Moïse. Depuis, la situation ne cesse de s'aggraver. Violence des gangs, enlèvement, corruption, pour ne pas dire plus. Et malgré cela, les États-Unis continuent à le soutenir. Malgré son rang et son sang et son seigneur, pourquoi cela? Pouvez-vous nous fournir des explications à ce sujet? Vous avez également eu plusieurs réunions avec le Premier ministre Henry et le groupe Montana. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour voir s'il y a un consensus pour obtenir un nouveau gouvernement, mais il semble que celui-ci n'a pas la volonté de le faire, compte tenu des personnes nommées pour le représenter à la commission, en particulier l'un d'eux, qui a une certaine présomption de harcèlement sexuel et d'autres accusations contre lui. Quelle est votre position à ce sujet, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Elles sont assez vastes et je vais essayer d'y répondre. Notre position est que l'avenir d'Haïti doit être déterminé par les Haïtiens. Nous pensons qu'un accord politique inclusif est fondé sur la fraude entre tous les acteurs concernés est essentiel pour guider la voie d'Haïti dans le cadre de ce processus. La conversation entre le Premier ministre Henry et son groupe du 11 septembre avec le groupe Montana, le conglomérat de la société civile, sont très importants pour aider à aller de l'avant. Les éléments cruciaux pour parvenir à des élections transparentes, libres et équitables. Les élections transparentes, libres et équitables aussi passent par l'amélioration de la situation sécuritaire, qui est une priorité pour tous les acteurs, ainsi que par la sélection des conseillers du Conseil électoral, afin qu'ils puissent commencer les préparatifs techniques des élections. Et nous avons exhorté les partis, et je l'ai fait directement dans ma conversation avec le Premier ministre et le groupe Montana, nous les avons exhortés à se réunir autour de ces décisions. Le processus de sélection des conseillers relève légalement du président. Et évidemment, le poste de président est vacant en raison de l'horrible assassinat de Jovenel Moïse. Il sera donc encore plus important d'avoir un large soutien politique pour les conseillers que dans d'autres circonstances. En ce qui concerne notre soutien au gouvernement, comme je l'ai fait dans le passé, nous pensons que le rôle du gouvernement actuel est de préparer aussi rapidement que possible, avec des convictions, des élections et une sécurité améliorée. Son rôle n'est pas de se perpétuer au pouvoir, mais de pouvoir permettre au peuple haïtien de s'exprimer dans les urnes
Et dans les conversations avec le Premier ministre, il a dit que c'est ainsi qu'il conçoit son rôle. En ce qui concerne les autres allégations que vous avez faites au sujet du comportement inapproprié de quelqu'un, je n'ai pas exactement entendu de qui vous parlez. Je dois simplement dire que je ne suis pas au courant de ces allégations, mais il est évident que je ne tolère en aucun cas le harcèlement ou un comportement inapproprié, et j'encourage toute autorité compétente à enquêter sur ces allégations. Merci. Passons maintenant à Chris Cameron du New York Times. Bonjour, secrétaire adjoint. Merci d'avoir organisé cet appel aujourd'hui. Vous avez mentionné au début que l'objectif des États-Unis est de permettre la tenue d'élections en Haïti, dès que les conditions le permettront. Vous vous rappelez peut-être que vous avez tenu une conférence de presse similaire en décembre, au cours de laquelle vous avez déclaré que l'objectif était d'améliorer la situation pour permettre la tenue d'élections. Et vous venez de mentionner en réponse à la question précédente que le rôle du gouvernement actuel d'Ariel Henry est de préparer cette situation sécuritaire aussi rapidement que possible pour permettre des élections. Mes collègues de l'époque ont publié il y a 2 jours un article montrant qu'en fait, la situation sécuritaire en Haïti se désintègre et s'aggrave. Et cela semble suggérer que le gouvernement d'Ariel Henry n'y parvient pas. Je voulais donc demander si le département d'État était d'accord avec cette évaluation sur la situation sécuritaire en Haïti se détériore en fait, et comment cela se reflète-t-il sur ce gouvernement dans le sens où vous pensez que le rôle du gouvernement actuel est d'améliorer la situation sécuritaire. Et sur autre chose, la situation de sécurité elle-même. Comme ces choses se produisent en Haïti, les meurtres et les viols et les contrôles de gangs. Les États-Unis ont aussi récemment renégocié les traités de déportation avec Haïti. Il y a eu une recrudescence des déportations de migrants haïtiens. J'essaie donc de comprendre quel est l'objectif des États-Unis en augmentant les déportations de ces migrants haïtiens et en alourdissant la charge de ce gouvernement alors que la situation en Haïti se détériore. Permettez-moi donc d'essayer d'aborder ces questions. La situation sécuritaire en Haïti est précaire depuis un certain temps, mais je ne dirais pas qu'elle s'aggrave, je dirais qu'elle est variable compte tenu du moment. Vous vous souvenez peut-être que le jour de l'an, il y a eu une attaque en bande contre le Premier ministre à Gourani, et nous avons vu des éruptions de violence entre gangs, puis des périodes de calme. Vous vous souviendrez, j'en suis sûr, du blocage des terminaux de carburant autour de la capitale, il y a quelques mois également. Nous voyons donc des périodes où la situation sécuritaire s'améliore et d'autres où elle se détériore. Mais dans l'ensemble, au cours de l'année écoulée, je pense que la situation sécuritaire a été relativement stable. Mais stable à un degré très inquiétant. Et encore une fois, lorsque je rencontre le Premier ministre et lorsque je rencontre le groupe de Montana, ce que je fais assez fréquemment, ils citent continuellement la sécurité comme leur principale préoccupation. Et lors de la réunion d'aujourd'hui avec nos partenaires internationaux, la préoccupation numéro 1 exprimée était la sécurité. Puis, la deuxième préoccupation exprimée était d'obtenir pour le pays le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour organiser des élections libres et équitables. Ce sont des questions cruciales et les États-Unis ont été un leader dans l'effort de sécurité, mais aussi un donateur de premier plan pour Haïti en général. Notre formation et notre assistance ont permis de faire passer le nombre d'agents de la police haïtienne de 10 000 il y a 10 ans à 14 000 aujourd'hui. Nous avons fait don de 60 véhicules. Nous avons intégré 14 experts en la matière pour aider les dirigeants de l'Haïti. Nous avons eu, je pense, 8 formateurs qui sont arrivés cette semaine. Nous allons nous concentrer sur la formation aux armes spéciales et aux tactiques. Nous avons travaillé avec la police nationale haïtienne et le FBI pour extrader Benny Yang Jolie vers les États-Unis. Vous appellerez qu'il est le chef de gang des 400 Mozo. Il est accusé de meurtre, kidnapping, viol, destruction, propriété privée. Et j'ai envoyé un signal très fort du gang qui a des conséquences pour leurs actions. En plus des États-Unis, le Canada, la France, le Mexique, l'Argentine fournissent
une formation à la police nationale haïtienne. Il s'agit donc d'un vaste effort international qui s'ajoute à celui de la police intégrée des Nations Unies, qui dispense également des formations. En ce qui concerne les questions de migration, le gouvernement des États-Unis s'est engagé à promouvoir une migration ordonnée et légale. Et cela signifie faciliter des choses comme le programme de regroupement familial haïtien que le département de la sécurité intérieure a renouvelé en augmentant le traitement des visas des migrants en Haïti. Et nous travaillons à renforcer le personnel de notre section et de notre ambassade à Port-au-Prince pour que nous puissions traiter plus de visas là-bas. Je pense que certains d'entre vous ont suivi les défis globaux que la pandémie cause dans le traitement des visas à travers le monde et le fait que les locuteurs anciens sont moins nombreux que les langues mondiales comme l'espagnol ou le français. Il faut plus de temps pour réaffecter ces postes et peut-être d'autres postes dans la région, mais c'est une priorité pour nous. Toutefois, lorsque des personnes tentent d'entrer aux États-Unis sans raison légale de s'y trouver, il est de notre devoir d'appliquer la loi américaine sur l'immigration et de les renvoyer dans les ports de leur pays. Merci. Merci. Passons maintenant à Michael Boller de McCarthy. Secrétaire adjoint, merci. Quelques questions pour faire suite à ma collègue Jackie. Vous venez de dire tout d'abord que vous ne diriez pas que les choses empirent. Selon nos estimations, 290 enlèvements, dont 44 rien que cette année. Cela comparé à un total de 40 l'année dernière. Nous avons fait un reportage sur les gangs qui tentent de contrôler la zone autour des États-Unis. Excusez-moi, l'ambassade des États-Unis. Alors, aidez-nous à déballer ça un peu plus. Pensez-vous que la police dispose de suffisamment d'armes, de munitions et d'autres équipements pour lutter efficacement contre les gangs? Et puis, quelle est votre position sur le compromis du Conseil de sécurité de l'ONU sur le bureau intégré de l'ONU en Haïti? L'ONU a également déclaré qu'il est impossible de se mettre d'accord avec les élections. Donc, je ne veux pas de mots trop durs ici. La situation en matière de sécurité est excellente. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les dernières statistiques que j'ai vues rapportées par notre ambassade sur des choses comme les enlèvements l'année dernière, il y avait 53 citoyens américains enlevés en Haïti. Les enlèvements ont donc légèrement diminué jusqu'à présent. Mais c'est une maigre consolation pour le peuple haïtien. La situation sécuritaire est excellente. Tous les donateurs et acteurs internationaux le reconnaissent en écoutant les interventions, les commentaires lors de la réunion des partenaires internationaux d'aujourd'hui sur l'Haïti, qu'il s'agisse du ministre des Affaires étrangères haïtien ou des ministres des Affaires étrangères et des hauts fonctionnaires de tout l'hémisphère, d'Europe, du Japon. Tout le monde a parlé de la nécessité cruciale de faire face à la situation sécuritaire et du fait qu'au Conseil de sécurité, où il y a un mandat préalable pour être nouveau, il y avait des questions sur la durée. Ils ont obtenu un mandat de moins d'un an. L'accent n'était pas vraiment mis sur la sécurité comme dans le projet de résolution actuel. Et les pays qui avaient auparavant exprimé leur scepticisme à l'égard d'un mandat plus long ou d'une présence sécuritaire plus robuste font maintenant pression pour que ces deux choses. Il y a donc un consensus. Ici, il s'agit d'une situation critique. La situation en Haïti n'est pas arrivée à ce point du jour au lendemain. Il faudra du temps pour l'améliorer. Nous devons donner aux gens les ressources dont ils ont besoin pour faire avancer leur pays vers les élections et dans une situation de sécurité adéquate et humaine. Et c'est sur cela que nous sommes concentrés et je ne veux pas édulcorer quoi que ce soit. La situation est extrêmement difficile et c'est pourquoi nous sommes attachés
à réunir les principaux partenaires et donateurs pour fournir une assistance et mobiliser la communauté internationale. Alors même que tant d'autres choses se passent dans le monde, comme la Russie et l'Ukraine. Mais depuis décembre, permettez-moi de le répéter, nous avons mobilisé plus de 294 millions de dollars de nouveaux engagements pour Haïti. Et cela ne tient même pas compte de l'aide pour laquelle les pays partenaires n'ont pas donné de valeur monétaire. Mais nous avons des partenaires dans tout l'hémisphère qui assurent la formation de la police, prête à soutenir les élections avec une assistance en nature à laquelle ils ne donnent pas de valeur monétaire. Et puis, en ce qui concerne la date des élections, je pense que même si nous examinons la situation sécuritaire, les préparatifs techniques des élections historiquement en Haïti, une fois que les conseillers électoraux provisoires seront mis en place, il faudra au moins 6 mois avant d'être en mesure d'organiser une élection. S'il y a une assistance solide au processus électoral de la part de la communauté internationale, et je pense qu'il y en aura une. Mais c'est quelque chose qui est vital pour Haïti, et dès que cela pourra être accompli, avec les conditions appropriées, je pense que ce sera accompli. We have to give the Haitian people the resources that they need to bring their country forward to elections and in an adequate, humane security situation. And that's what we're focused on. I don't want to sugarcoat anything. The situation is extremely challenging, and that's why we have been focused on bringing together key partners and donors to provide. Merci pour notre dernière question de Danica Toto de la société Presse. Bonjour secrétaire, merci de nous recevoir. J'avais quelques questions. Je me demandais dans quelle mesure vous êtes convaincu que ces investissements fonctionnent compte tenu de la situation en Haïti. Et si vous ne voyez aucun changement, y a-t-il un plan B? Et en outre, que répondez-vous à ceux qui ont critiqué le gouvernement américain pour avoir expulsé des milliers de migrants haïtiens ces derniers mois compte tenu de l'état actuel du pays? Even as we look at the security situation, just the technical preparations for an election historically in Haiti, once the provisional electoral counselors are in place, you will need at least 6 months before there will be, you'll be in a position to hold an election if there's robust assistance to the electoral process from the international community, which I think there will be, but this is something that Je pense donc que ce que nous faisons permet de construire la structure qui permettra aux Haïtiens de déterminer avec succès le propre avenir. Nous sommes engagés à aborder les défis actuels d'Haïti et Haïti est confronté d'une manière différente de celle utilisée par la communauté internationale dans le passé. J'ai commencé à travailler sur la question d'Haïti en 2004. J'ai examiné la situation à l'époque et j'ai jeté un regard en arrière sur les 100 dernières années d'interaction internationale avec Haïti. Pour utiliser le terme le plus neutre qui soit, la communauté internationale ne cesse d'enlever le protagonisme et l'autorité aux Haïtiens. Et nous finissons toujours par revenir au même point. Si nous ne pouvons pas avoir la patience de laisser les Haïtiens déterminer leur propre avenir, alors nous ne sortirons jamais de ce cycle continu d'intervention internationale. Les problèmes politiques de l'impasse en Haïti, les crises aiguës qui en résultent, et nous devons superposer à cela le fait qu'Haïti, en raison des problèmes qu'il rencontre en matière de pauvreté et de gouvernance, est très vulnérable aux catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou d'ouragans.
Nous ne pouvons donc pas simplement revenir en arrière et faire ce que nous avons toujours fait. Je pense que l'aide humanitaire que nous avons fournie après le tremblement de terre d'août dernier, notre soutien par le biais du Programme alimentaire mondial et par les États-Unis, l'Agence pour le développement international pour atténuer les crises de sécurité alimentaire en Haïti, nos efforts pour fournir une aide à la réintégration des migrants et qui ont été renvoyés en Haïti ont tous contribué à améliorer la situation. Et encore une fois, lorsqu'il s'agit du contexte de nos partenaires qui fournissent des millions de dollars en Haïti, des millions de dollars en système en Haïti, et puis juste en ce qui concerne la partie migration, nous devons appliquer nos lois en ce qui concerne la migration irrégulière. Mais nous faisons des choses comme le programme de regroupement familial haïtien, la reconstruction de notre capacité de visa d'immigrants, l'augmentation de l'accès des Haïtiens aux visas liés au travail, comme le H2A et HTB. Toutes ces mesures contribueront à réduire la pression migratoire en Haïti. Mais les efforts plus larges des États-Unis sont engagés au niveau de l'hémisphère. Et je vous renvoie à la déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection qui a été annoncée par certains Américains de Los Angeles. Ces efforts hémisphériques visent à répondre à la crise migratoire sans précédent que nous observons à l'échelle mondiale. Il y a environ 100 millions de personnes qui sont des migrants dans le monde maintenant et des millions d'entre eux sont dans l'hémisphère. Il ne s'agit pas seulement d'Haïtiens, Vénézuéliens, Nicaraguayens, Cubains, Américains centraux. Et nous devons relever ce vaste défi migratoire avec nos partenaires de l'hémisphère ainsi qu'avec les organisations internationales et les pays du monde entier. Et nous sommes déterminés à le faire. Et nous pensons que cela va changer la dynamique de la migration dans notre hémisphère. Mais en ce qui concerne Haïti, nous allons continuer à travailler pour améliorer les conditions sur le terrain. C'est un travail long et difficile, mais nous sommes engagés. Il s'agit de notre 4e réunion des partenaires internationaux sur Haïti. Nous allons continuer à nous engager, à faire pression, à nous assurer que les promesses sont tenues et que ces engagements ont un impact réel sur le terrain. Merci beaucoup. Merci encore, secrétaire adjoint Nichols, et aux journalistes en ligne. L'embargo sur l'appel est maintenant levé. Veuillez vous adresser à Andrea ou à moi si vous n'avez pas pu suivre. Passez un bon week-end à tous et merci. Those hemispheric efforts are geared to address the unprecedented migratory crisis that we are seeing globally. There are, approximately 100 million people who are migrants around the world now, and millions of them are in our hemisphere. And it's not just Haitians, it's Venezuelans, it's Nicaraguans, Cubans, and Central Americans, and we need to address this broad migratory migration challenge with our partners around the hemisphere, as well as with international organizations and like-minded countries around the world, and we're committed to doing that, and we believe that is going to change the dynamic around migration in our hemisphere. But with regard to Haiti, we're going to continue to work to improve the conditions on the ground. It's slow, tough work, but we are committed. This is our 4th international partners meeting on Haiti, and we'll continue going forward to engage, to press, to make sure that the pledges are delivered and that those commitments have a real on-the-ground impact. So thank you very much. Thank you again, Assistant Secretary Nichols, and to the reporters on the line. The embargo on the call is now lifted, and please reach out to Andrea or me if you have any follow-up. Have a great weekend, everybody, and thanks.
That does conclude our conference for today. Thank you for your participation in using AT&T conferencing services. You may now disconnect.